Fier partenaire de Passion Auto Rétro, V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines classiques et modifiées. Et le restaurant Parmesan, tous les soirs, c'est la Dolce Vita au restaurant Parmesan. Bonne émission! Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente une marque créée par un coureur automobile suisse. Il a d'ailleurs couru sur Fiat et Buick. Donc, sans perdre un instant, je vous présente une Chevrolet Touring 1927 et je vous la fais découvrir avec M. Villeneuve. La Chevrolet 1927 portait le nom de Capitol et sortit l'année où Ford changea son modèle T pour le modèle A, ce qui a aidé Chevrolet à compétitionner davantage avec Ford. Elles étaient disponibles en 8 carrosseries différentes, semblables aux modèles 1925 et 26. Le moteur 6 cylindres de 171 pouces cubes développait 26 chevaux et la transmission était manuelle à 3 vitesses. Le prix variait de 525 à 745 $. Monsieur Villeneuve, vous êtes propriétaire d'une Chevrolet Capitol Touring 27, mais ce n'est pas la seule voiture que vous possédez. Non, j'en ai 3 autres sur la route. Alors, la première que j'ai achetée il y a une dizaine d'années, c'est une Cadillac 64. Ensuite, ma conjointe elle a acheté une Chrysler Windsor 1948. Et par la suite, j'ai racheté une Pontiac parisienne décapotable 65. Donc, vous êtes un vrai passionné de voiture, on s'entend là-dessus. Oui. Vous êtes né dans la région de Charlesbourg, mais Oui, vous avez eu la chance de vivre Charlesbourg, dans le sens en tant que village. Oui, exactement. Moi, évidemment, quand j'étais plus petit, il y avait beaucoup de terres agricoles qui étaient abandonnées parce que la ville grossissait. Mais il y avait beaucoup de champs, là, des maisons pas bâties encore, là, des rues pas faites encore non plus. Là. Donc, votre père possédait les terres, on disait, qui étaient présentement vers le bas du Laurentien. Ça descendait vers l'ouest, Oui, c'est ça? Oui, exactement. Mon père était propriétaire d'une terre qui était dans le secteur de l'Auvergne. Alors, sa terre partait de la 3e avenue ouest maintenant, qui descendait jusqu'à le boulevard Laurentien. Il y a une petite anecdote que vous m'avez dit avant l'entrevue, je trouvais ça vraiment cute. Vous êtes descendu sur le Laurentien jusqu'au Colisée de Québec ou dans ce coin-là, sur le Laurentien en gravelle, en bicycle? Oui, exactement. Alors, mon père avait vendu une toute petite partie de sa terre pour bâtir l'autoroute Laurentienne. Alors, moi, je l'ai vu sur le gravier. Et samedi matin, j'ai fait du vélo avec mon père sur l'autoroute Laurentienne en gravier jusqu'au Colisée. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait ça, là. Non, ça me rajeunit pas. Non. Votre premier lien avec la mécanique, j'imagine que c'est le tracteur de votre père avec la terre agricole qui était votre premier contact? Oui, effectivement. J'ai conduit un petit peu... moi, je me souviens pas tellement de la terre comme telle, mais j'ai conduit le tracteur là, un petit peu dans le champ. Ça a été mes premières expériences de conduite, dans le fond. C'est là que je pense que la piqûre part de là. Hein, oui, puis là, on ne parle pas d'un tracteur moderne, bien sûr, on parle d'un tracteur avec les roues de métal du début du siècle. Oui, c'est ça. Mon père avait un tracteur comme les arpents verts dans le temps, avec des roues de métal, effectivement. Moi, je me souviens plus de l'autre tracteur qui est arrivé par après, un Massey Harris 22 1950. La première voiture qui vous a allumé dans votre vie? La première voiture qui m'a allumé dans ma vie, j'avais des oncles. Évidemment, mes parents étaient de grosses familles, donc j'avais des oncles. J'avais un de mes oncles qui était amateur de Cadillac. Alors lui, quand il venait faire un tour chez nous et je le voyais arriver dans sa Cadillac, je me suis dit, un jour, je vais en avoir une. Alors effectivement, aujourd'hui, j'en ai une. Et j'avais un autre oncle qui nous faisait conduire son véhicule, juste le volant, là, mais il nous faisait conduire le volant de son véhicule. Alors, je me souviens d'avoir conduit une Buick 58
qui a changé en 1965. Donc, j'avais 5 ou 6 ans à l'époque pour avoir conduit son auto dans les rues de Charlesbourg, qui n'était pas comme aujourd'hui. Évidemment, il n'y avait pas de trafic comme aujourd'hui. Je crois que la Ford Thunderbird aussi vous a impressionné comme jeune garçon. Oui, effectivement. J'étais tout petit avec justement ma tante qui m'amenait à gauche et à droite et je reconnaissais les Thunderbirds sur la route. Alors, je disais à ma tante, regardez une Thunderbird, puis elle se rapprochait, puis elle voyait, ben oui, c'est une Thunderbird. Elle disait, ça n'a pas de bon sens, il reconnaît déjà les voitures. T'sais. Alors, déjà, je pense que la piqûre était déjà injectée. Cette voiture d'époque vous est présentée par le groupe Network. Trouvez vos pièces de restauration pour votre muscle car en ligne sur groupenetwork.com. En 1927, l'usine de pâte et papier Damas-Jalbert ferme ses portes. Les résidents de Val-Jalbert perdent leur gagne-pain. N'ayant plus l'argent nécessaire pour y vivre, ils quittent peu à peu le village à la recherche d'un emploi. Val-Jalbert sera finalement abandonné. Quelques décennies plus tard, le village fantôme de Val-Jalbert devient un attrait touristique connu à travers la province. Le 21 mai, l'aviateur américain Charles Lindbergh réussit un exploit. Il traverse l'Atlantique en solitaire et sans escale. Son avion, le Spirit of St. Louis, atterrit devant 200 000 spectateurs à l'aéroport du Bourget, en France, après plus de 33 heures de vol. Le 14 décembre 1927, on sonne l'alarme dans le quartier Saint-Roch. L'Hospice Saint-Charles, un édifice centenaire, est la proie des flammes pendant plusieurs heures. Plus de 400 habitants sont à la rue, dont 371 orphelins. Malheureusement, 35 enfants perdent la vie dans le brasier. Monsieur Villeneuve, posséder une Chevrolet 1927, est-ce que c'est un rêve que vous caressiez depuis longtemps? Bien, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas la seule que j'ai, mais je rêvais d'avoir une de cette époque-là pour revenir dans le passé, dans le fond, tout simplement. Est-ce que vous l'avez cherché longtemps, la voiture? Bien, c'est-à-dire que je regardais dans les revues qu'est-ce qui était à vendre, tout ça, sans être... J'étais intéressé, mais comme j'en avais d'autres, c'était pas urgent. Puis à un moment donné, j'ai vu dans une revue cette Chevrolet-là qui était d'un décapotable qui m'intéressait. C'était une Chevrolet qui est un petit peu plus rare à Québec, donc ça m'a intéressé encore plus. Et c'est un monsieur de Donnacona, alors je suis allé la voir et puis finalement... Tombé en amour. On a tombé en amour, effectivement, on a tombé en amour. L'option décapotable, c'est une option qui est importante pour vous, je pense. Bien, avec des belles journées comme aujourd'hui, c'est toujours intéressant de se promener en décapotable. Et quand on goûte à une décapotable, c'est toujours celle-là qui revient le plus souvent. Alors, comme je te disais tout à l'heure, j'en ai 2 décapotables, puis c'est ceux-là que je me sers le plus souvent l'été quand il fait beau. Puis pour garder une valeur de revente également, je pense que c'est un atout sérieux. Effectivement, une décapotable, ça reste toujours un atout. Au moment où vous l'achetez, est-ce que vous partez sous son pouvoir pour revenir à Québec? Non, je l'ai mis sur une remorque parce que la connaissant pas, et c'est toute une aventure de conduire ce genre de véhicule-là. Alors, il faut être assez vieux pour conduire ce genre de véhicule-là. Donc, j'ai pas pris de chance, je l'ai amené sur une remorque et je l'ai apprivoisé petit peu par petit peu. C'est le mot que j'allais dire. Une voiture antique, on apprivoise la conduite. Effectivement. Il faut commencer tranquillement à la basse vitesse pour connaître les réactions parce qu'on n'a rien de standard. C'est très insécurisant lorsqu'on passe d'une voiture moderne à une voiture des années 30. Là. Oui, effectivement, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de routes, il n'y avait pas d'asphalte sur les routes. Donc, les routes étaient en gravier. C'est une voiture qui n'a pas beaucoup de freins. Il y a des freins juste en arrière, il n'y a pas de freins en avant. C'est pas une grosse cylindrée, c'est pas... Alors, c'est sûr que quand on a à aller à Montréal, bien, c'est peut-être pas celle-là que je vais prendre. Je vais plus prendre une voiture plus confortable d'aujourd'hui. Mais celle-là, pour aller
faire un petit tour tout près, c'est bien agréable. Une petite balade de campagne. Oui, une petite balade de campagne, c'est bien agréable. Et dans quel état la voiture lorsque vous la prenez? Elle est quand même dans un bel état. C'est juste que moi, étant un ancien carrossier, ben, je voulais l'avoir À votre goût. à mon goût. Par contre, aussitôt que je l'ai eu, ben, pas longtemps après, j'ai eu un bris mécanique, un piston qui s'est brisé. Alors, on a été obligé d'ouvrir le moteur. On a profité pour refaire le moteur au complet. Et puis, c'est là que j'en ai profité, moi, pour faire la carrosserie en attendant les pièces, parce que quand on commande des pièces, bien, on n'a pas ça demain matin, évidemment. Alors, j'en ai profité pour refaire la carrosserie. Alors, on est 3-4 amis qui se tiennent toujours ensemble. Un est spécialiste dans la mécanique, alors c'est lui qui a fait la mécanique. Moi, je suis un ancien carrossier, alors je me suis attaqué à la carrosserie. Un autre est bon pour démancher les pièces, nettoyer, puis préparer les pièces. Donc, c'est le trio d'enfer et parfait pour restaurer une voiture. Un quatrième pour la peindre. Alors, ça prend des technologies un peu spéciales. Donc, ça prend des amis pour réaliser un projet comme ça. Fondé par Louis Chevrolet, un coureur automobile né à La Chaux-de-Fonds en Suisse, et William Durand, fondateur de General Motors, la marque Chevrolet fit son apparition le 3 novembre 1911. La notoriété de Louis Chevrolet aux États-Unis l'aida à obtenir du financement, alors que William Durand, brillant homme d'affaires évincé de la présidence de GM, voulait prendre sa revanche. Des divergences d'opinion conduisirent plus tard au départ de Chevrolet. Le contrat signé par celui-ci prévoyait qu'en cas de départ, il devait céder le nom Chevrolet à Durand. Il se retrouva donc les mains vides et privé quelques années plus tard d'une incroyable fortune. L'excellent Georges Hamel, cette année, nous présente une superbe série sur les VR. Mais Georges, je me pose la question, pourquoi devant un modèle T? En effet, je comprends ta question. Ça peut être un peu particulier. Écoute, les premiers motorisés, parce que quand on dit motorisé, on parle moteur. Alors, les premiers motorisés, c'est des gens qui ont acheté des modèles T et qui ont placé une boîte tout simplement par-dessus pour en faire une sorte de maison ou une place pour vivre. Donc, ça a été les premiers motorisés entre les années 10 et 20. Dans le fond, c'est un châssis, un moteur et on s'amuse après. Exactement. Et puis, on avouera que c'était quand même assez spécial comme montage des fois. C'est pas tout le monde qui a du talent à travailler le bois, là, parce qu'on parle de choses en bois. Là. Il y avait des choses esthétiques et moins esthétiques. Et il y en avait qui étaient extrêmement discutables. Puis la première émission, la semaine prochaine, en fait, vous allez voir que les premiers, c'était assez particulier. Après, ça s'est beaucoup amélioré. Une chance. Au cours de la série, qu'est-ce qu'on va découvrir, entre autres, Georges? Bien, écoute, tu le sais que les motorisés, c'était peut-être pas mon premier choix cette année. On avait un autre thème qu'on avait en tête. Mais quand j'ai commencé à faire les travaux de recherche, wow! Vraiment, c'est passionnant. J'ai appris énormément de choses. Et puis, ce que j'ai été chercher, je te dirais, c'est les 10, 11 motorisés qui ont vraiment marqué l'histoire. Alors, pourquoi en anglais, on utilise le terme motorhome? Airstream, ils ont fait des roulottes. Mais très peu de gens savent qu'ils ont fait des motorisés. La NASA a utilisé des motorisés. Pourquoi? Alors, c'est toutes ces petites choses-là que vous allez voir dans l'émission dans les prochaines semaines. Fait qu'il y a une très belle série à suivre avec Georges Hamel au cours de la saison de Passion Auto Rétro. Ce volet vous est offert par l'indispensable programme d'assurance pour voitures antiques Silver Wheel Plan. Silver Wheel Plan, distribué par Rochefort-Perron, Billette et Associés de Valleyfield. Pour la restauration de votre automobile, un endroit à Québec et c'est Rembourrage Automobile Jean-Pierre Bergeron. Et justement, on est avec M. Bergeron. Comment ça va? Bonjour Yannick, ça va très bien, toi? Très bien, merci. Vous travaillez dans le domaine depuis très longtemps, je crois. Oui, depuis 78, je suis dans le domaine. Okay. Et puis, j'ai parti à mon compte en 99, puis ça fait 15 ans cette année qu'on est encore. Dans un garage fraîchement rénové. Oui, ça fait du bien. Et quels sont les services que vous offrez rapidement comme ça? Le Rembourrage Automobile Jean-Pierre Bergeron inclut les renforcements de bancs, le changement des tissus originaux,
Le changement des toits de convertibles, les toits de vinyle. On fait des toiles sur mesure pour abrier les outillages dans les garages. On fait les compagnies de transport. On refait les bancs de ça pour... Bancs de moto? Les bancs de moto Oui. aussi. On fait beaucoup de brodage au niveau des bancs de moto, des bancs d'auto aussi. Et puis ça, c'est quelque chose qui s'en vient à la mode beaucoup, les brodages personnalisés sur les bancs. Et si on allait voir un peu comment vous travaillez? Bien sûr. Excellent, c'est Allons-y. parti. Monsieur Bergeron, on est présentement dans votre atelier. C'est ici que la magie se crée pour la restauration de voitures et on va commencer avec un des services que vous offrez, c'est-à-dire la broderie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce banc-là? À la demande du client, le client a demandé à ce qu'on installe un ralliart sur son banc de Mitsubishi. Et puis, on aurait pu rajouter des couleurs un peu autour de la piqûre ici. Reprendre du rouge puis le rajouter dans les coutures. Le client voulait avoir ça le plus uni possible, mais avec ces brodages-là d'inclus. On pourrait rajouter des dessins, mettons, un peu plus flyé comme client. On pourrait rajouter de la couleur, on pourrait rajouter des dessins, des motifs. Logos. Oui, exactement. Excellent. Et là, j'aimerais ça qu'on parle parce que vous avez des livres en arrière. Vous avez plusieurs années. On peut remonter jusqu'à quelle année pour ce qui est des matériaux originaux? On a des catalogues qui partent de 77 jusqu'à aujourd'hui, 2014. Et puis là, à ce moment-là, on a les tissus pour les Buick, les Chrysler, les Japonais, même les tissus pour les Volkswagen et puis les Audi. Et que ça, c'est pour les bancs, les tapis, pour les toitures également. On Exactement, a tout ça. oui. Pour la commande des matériaux, est-ce que c'est vraiment long? On a un fournisseur qui est à Granby, ça prend 24 heures pour qu'on soit le tissu. Donc, c'est très rapide. Oui. Excellent. Alors là, on a le livre de 2014, mais là, on va retourner dans les années 50, si vous me permettez bien. L'intérieur d'une porte ici, c'est quoi le travail que vous aviez à faire là-dessus? On a la restauration d'un Régent 54, Dodge Régent 54 qu'on avait à faire. Et puis là, on est rendu aux portes. L'intérieur a été fait l'année passée, puis là, on vient finaliser le Parce qu'on travail. n'est pas obligé de tout faire en même temps non plus, là. Non, on peut étaler ça aux C'est ça, exactement. Excellent. Donc, c'est quoi le travail que vous aviez à faire ici? Bien, nous, ici, là, il fallait qu'on garde le même concept de l'intérieur qu'on a commencé le show, avec les mêmes tissus qu'on retrouve à l'intérieur, les cuirettes et les motifs. Est-ce que ça se peut que des fois, comme c'est une vieille voiture, que le tissu n'est plus disponible, complètement disparu dans la brume? Est-ce qu'on peut faire une modification pour arriver avec quelque chose de semblable? Oui, on peut trouver des équivalents. Ou bien on peut refaire faire le matériel vraiment. Il y a une place aux États-Unis qui, lui, se spécialise dans la réfection de matériaux. Et puis, mais c'est très dispendieux. Mais c'est possible. Excellent. On va aller voir un peu l'intérieur du véhicule, un peu le travail que vous avez fait. Bien sûr. Merci. Ici, on est présentement dans un véhicule que vous avez travaillé, mais en 2 étapes. Ça a été quoi les premières choses que vous avez faites sur ce véhicule-là l'année dernière? L'année dernière, on a fait les bancs, on a fait la voûte intérieure, les cordons, puis tout ce qui nous reste, c'est les portes. Qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on peut faire sur des véhicules comme ça? Bien, là, il a fallu qu'on renforcisse les bancs parce que les foams et les ressorts étaient brisés. Fait qu'il a fallu reconstruire un peu ces bancs-là pour aller chercher le confort qu'il fallait. Et pour ce qui est du renforcissement de banc, vous avez un technicien qui travaille là-dedans. Oui, exactement, Pascal. Pascal, on va aller le voir justement comment il travaille. Excellent. Pascal, un des problèmes qu'on rencontre dans les véhicules, c'est l'affaissement des bancs. Comment est-ce qu'on sait quand notre banc est affaissé? Bien, souvent, quand tu débarques de la voiture, dans le fond, on débarque tout le temps du même bord, côté conducteur. Fait que le foam vient qu'à s'affaisser au fur et à mesure que le temps avance. Fait que c'est pas C'est mal là que souvent tu le rentres problème. en jeu. C'est en plein, ça. Voilà. Ici, tu as un exemple de banc. C'est quoi le travail que tu avais à faire là-dessus? Oui, dans le fond, le foam, le tissu commence à être brisé beaucoup parce que souvent, on débarque justement de ce bord-là. Fait que le foam, il venait comme pas égal à l'autre, si on veut. Fait que moi, mon but là-dedans, c'est de réparer le foam s'il est brisé. S'il n'est pas brisé, bien, je vais venir à le fendre en 2 ici pour être capable de rajouter du foam, pour le solidifier et le remonter en même temps. Puis par la suite, je vais souvent aller mettre une membrane comme ça pour être capable de justement l'empêcher de se rebriser après. Au niveau commercial, les bancs doivent être plus sollicités, donc recouvrement sur le dessus, en dessous. Tu travailles là-dessus également? Oui, c'est ça. On va le renforcer comme ça en y rajoutant du foam sur le dessus, justement, ici, pour y donner une meilleure densité. Puis le dessous aussi pour être capable, justement, de le remonter à son niveau de départ. De son niveau d'origine, oui. C'est ça.
Puis, Excellent. par la suite, c'est ça. Ben, on y met une membrane pour justement tenir le tout puis que ça soit plus solide. Après, on recouvre le tout et c'est comme neuf. Et voilà. Excellent. Merci, Pascal. Ça fait plaisir. Avec l'hiver qui est à nos portes, c'est la restauration de l'intérieur des voitures, mais au printemps, ensuite, ça va être les convertibles. La saison va débuter avec un gros boom. Oui, c'est le boom de l'été, ça, les convertibles. Et puis, on fait soit des changements de vinyle ou de canevas. On peut réparer aussi les vitres arrière qui décollent. Il y a certains modèles où ils ont ce petit problème-là. Fait qu'on répare ça et on le garantit aussi. Vous avez également, là, on a parlé des voitures, mais on a parlé également des VTT, des motos, des skidoo, des bateaux. Vous offrez le service également? Ben oui, l'hiver, le monde défond le bateau, vont serrer le bateau, ils démanchent les bains, puis ils viennent les porter ici pour les pontons ou les bateaux. Et puis, c'est un service qu'on peut donner. Puis, au printemps, ben là, on va les reporter au bateau pour pouvoir le remonter dedans. Et pour de plus amples informations, consulter des photos, vous rejoindre un site Internet? Ben oui, on est au www.rembourrageautomobile.com. Alors, pour rajeunir sa voiture, c'est un rendez-vous sur le site Internet et c'est Rembourrage Automobile Jean-Pierre Bergeron. Rembourrage automobile Jean-Pierre Bergeron, celui qui redonne la beauté à votre belle d'hier, mais aussi aux jeunes d'aujourd'hui. La production s'établit à 1 1820 unités, dont 678 540 Capitol, ce qui procura à Chevrolet la première place devant Ford. En 1927, il y avait des caractéristiques assez spéciales, dont la jauge à essence qui est ici à l'arrière, près du réservoir. Également, pour les pneus, c'est vraiment différent de notre époque. À l'époque, il fallait changer de pneus régulièrement. On faisait des crevaisons de façon vraiment régulière. Pour changer un pneu, assez simple. On enlève les bottes ici, on enlève le pneu, la roue demeure et on remplace par le nouveau pneu. Donc, très efficace. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de route asphaltée, donc beaucoup de boîtes. Pour entrer dans l'habitacle, on pouvait nettoyer notre soulier ici pour éviter de salir l'habitacle. Côté mécanique, très différent des moteurs qu'on voit aujourd'hui. Le cam est interne, pousse le push-rod en anglais ou le poussoir en français ici, qui permet d'ouvrir et de fermer la valve. Étant donné que c'est externe, il faut huiler chacune des composantes ici. On peut démarrer. Ingénieux. M. Villeneuve, le monde de la voiture de collection, oui, c'est de posséder une voiture, mais il y a aussi un côté social, activité au travers de ça. Oui, effectivement, quand il des belles soirées comme aujourd'hui, ben on va prendre une crème glacée. Alors, on prend une voiture comme ça. Ça fait tourner bien des têtes. Quand on passe dans la rue, les gens nous applaudissent, les gens prennent des photos. C'est incroyable le nombre de photos qui peut se prendre quand on passe dans la rue avec une voiture comme ça. Surtout les années 30, c'est plus distinctif. Il y en voit presque plus. Hein. Oui, c'est ça. Et le fameux pouce en l'air. Là, ça, vous l'avez souvent? Tabarouette, c'est incroyable, les gens de tout âge. Là. Des jeunes comme des plus vieux, des dames, tout le monde nous envoie. Tout le monde sourit quand il voit une voiture comme ça. Parmi toutes les sorties avec vos différentes voitures, c'est quel voyage vous a le plus marqué? C'est-à-dire que chaque voiture nous amène à des époques différentes. Et quand on veut faire une balade plus grande, bien évidemment, on en prend une qui est plus confortable avec l'air climatisé. Par contre, ce sont plus des grandes routières pour aller faire de la route. Par contre, quand on veut, quand il fait beau, bien, on prend une décapotable. J'essaye de toutes les sortir. D'avoir du plaisir, d'aller chercher le meilleur de chaque voiture. C'est ça. J'ai du plaisir dans chaque voiture, de toute façon. Et moi, mon plus grand rêve, c'est de tourner la clé et d'aller faire une balade. C'est sûr qu'on se fait toujours c'est toujours apprécié de se faire dire qu'ils sont belles. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est de tourner la clé et d'aller faire une balade. C'est ce qui m'intéresse le plus dans la vie. Super, M. Villeneuve. Merci beaucoup pour l'entrevue. C'est très apprécié. Merci. Cette année, à l'émission, Mario Lacroix nous présente l'histoire fabuleuse du Pont de Québec.
Le pont de Québec, Mario, ça fait partie un peu de notre patrimoine ici. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Effectivement, c'est une histoire très intéressante, fascinante, et je dirais même une histoire d'horreur à certains niveaux, mais bref, on en parlera plus tard. D'abord, il faut comprendre que le pont de Québec a été construit à l'époque pour les trains. Alors, c'est un pont ferroviaire avec 2 voies. Et un peu plus tard, sa vocation a changé. On l'a fait évoluer également pour faire passer les automobiles. Il faut dire qu'au début du siècle, il y avait très peu de voitures qui roulaient. C'est vraiment le transport ferroviaire qui avait vraiment que le peuple se transportait le plus souvent. Là. Exactement. Alors, pendant ce temps-là, sur la rive sud de Québec, le tronçon, toutes les voies ferrées convergeaient vers les États-Unis un peu partout. Le réseau ferroviaire se développait à un train, sans faire de jeu de mots, un train d'enfer. C'est quand même bon, ça. Alors, c'est ça. Et puis, là, dès 1850 environ, on commence à parler, bien là, ça nous prendra un lien entre les 2 rives. Ça devient important. Alors, 50 ans avant le début des travaux, on en parle. Mais c'est des études, des ci, des ça. À un moment donné, c'est devenu un peu plus sérieux vers 1890. Alors, tout se construit sur la rive sud. Lévis devient une ville très, 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 très intéressante au niveau économique parce que tout converge plus vers Lévis que vers Québec. Bien, d'ailleurs, on avait les traversiers. Bon, on transportait des gens d'une rive à l'autre et des chariots, des choses semblables, mais on traversait des wagons de train aussi sur la rive nord par les traversiers à partir de Lévis. Alors, c'est vraiment spécial. Donc, l'importance d'avoir une voie ferrée qui traverse entre les 2 rives et ça presse. Parce que Québec, tu as après se faire damer le pion, tout simplement. Alors, la semaine prochaine, Éric, si tu veux bien, on pourrait parler de sa mise en place et la nécessité d'avoir vraiment un pont entre les 2 rives. Merci, Mario. À la semaine prochaine. C'était Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Ces belles autos d'hier vous ont été présentées par J.A. Larue, manufacturier de souffleuses à neige industrielles, distributeur d'équipements de pavage Lee-Boy et de compaction Dynapac. Et le restaurant Parmesan, tous les soirs, c'est la Dolce Vita au restaurant Parmesan.